Avec l'arrivée de Dragon Ball Daima m'est venue la question qui, je pense, nous touche actuellement un peu tous. Non, je ne parle pas de si l'œuvre dont elle est tirée se voit ruinée ou non, ça je laisse ça aux autres qui ont déjà su relever toutes ces incohérences. Parce que personnellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir mon manga préféré continuer de vivre presque 30 ans après sa fin. Ce qui m'amène à penser un peu plus large. Si je vous parle de mangas, qu'ils soient plus ou moins cultes, qui ont réussi l'exploit à vous marquer pour vos années à venir, souvent lorsqu'ils finissent par achever leur parution, une réaction particulière en ressort. Un sentiment de c'est déjà fini ? Car oui, en général, surtout pour des œuvres conséquentes déjà bien établies, on a tendance à commencer la lecture ou le visionnage de ce nouvel univers qui s'offre à nous avec une claire intention d'enchaîner de manière insatiable chaque parcelle d'histoire à disposition. On arrive parfois à un stade où cela devient une partie importante de notre quotidien. Chose encore plus vraie si c'est une œuvre qui n'a pas encore vu sa fin arriver, donc elle risque probablement de rythmer vos vies semaine après semaine. Et à la fin de cette folle session, on peut finir par rester sur notre faim. Donc après tout ça, comment combler ce vide que nous venions de créer ? On pourrait se mettre à découvrir d'autres histoires car la vie n'est qu'un voyage qui se doit de se ponctuer d'arrivée et de départ. Ou aussi on peut s'entêter à consommer par nostalgie celle que l'on connaît déjà. Oui, l'être humain n'aime pas trop la nouveauté. Mais paradoxalement, j'ai pas envie de relire éternellement mes 42 tomes de Dragon Ball qui sont déjà bien usés. Et bien heureusement pour nous, de gentils hommes en costume nous ont offert la solution à notre problème. Celle de continuer encore et encore à nous abreuver d'histoires inédites mais toujours avec nos héros favoris, toutes plus ou moins pertinentes selon la valeur qu'ils accordent au public visé. Donc vous vous en doutez, aujourd'hui on va se plonger dans ce monde paradoxal que sont les suites de manga. J'ai un peu présenté l'existence de suites à nos chères œuvres favorites comme une simple opportunité commerciale visant à prendre le marché bien présent des consommateurs nostalgiques de manga. Vous savez, les fameuses personnes qui ont le c'était mieux avant un peu facile. Mais en vrai, vous vous en doutez, tout n'est pas blanc ou noir. Il y a du bon et du mauvais. Et surtout beaucoup de débattables dans cette démarche de vouloir à faire pérenniser une œuvre qui semble avoir pourtant déjà achevé son rôle. L'industrie du manga est un univers où survivre est assez difficile. Là où on jugera seulement l'aspect artistique de ses œuvres, du point de vue de ses auteurs et de tous ceux embarqués dans l'aventure, ce sont aussi des outils qui leur permettent de vivre dans des conditions un tant soit peu meilleures. Parce que oui, la vie de mangaka au Japon, c'est loin d'être très facile. Il faut donc rappeler qu'au-delà de la démarche technique, le succès ou non de leur travail va jouer leur avenir dans ce métier. Et je l'ai déjà dit par le passé, on a face à nous plus des artisans que des artistes. Rares sont ceux qui peuvent se permettre d'aller au bout de leur vision, car ils doivent aussi pouvoir tenir un rythme mais aussi plaire au plus grand nombre. Peu sont ceux comme Takehiko Inoue, qui est capable de suspendre la parution de son œuvre car ne jugeant pas encore avoir trouvé la suite qui fera honneur à Vagabond, même si ça fait bientôt 10 ans. Mais en même temps, ce dernier avant d'en arriver à ce stade, il a dû quand même se plier au côté plus commercial de l'industrie avec son premier grand succès, Slam Dunk, qui non seulement lui a permis de devenir indépendant du système, mais surtout d'amasser une fanbase suffisante qui lui permettra de quoi qu'il arrive de bien en vivre, et cela pour le restant de ses jours. Il faut voir le succès qu'a eu son film sorti en 2022, soit 28 ans après sa fin. Et ça peut déjà nous permettre de mieux voir dans quelle situation se retrouvent la plupart des mangaka. Leur liberté artistique dépendra uniquement du succès de ces dernières, même si ce n'est pas aussi simple. Quand bien même ils réussissent à faire une œuvre qui leur permettrait de s'imposer, rien ne leur garantit de ne pas ressombrer dans l'oubli s'ils se décident à passer à autre chose. L'un des meilleurs exemples, c'est Masashi Kishimoto avec Samurai 8. Vous vous en souvenez ? Pas moi. Malgré toute la visibilité et l'estime que lui ont offert Naruto, il n'a pas su convaincre et verra son histoire se faire annuler comme n'importe quel autre mangaka. Cela reste un choix courageux de sa part d'avoir voulu s'affranchir de son plus grand succès. Mais malheureusement, ça confirme que ce genre de craintes qu'ont beaucoup d'auteurs sur leur avenir sont bel et bien justifiées. Bien sûr, on connaît quand même certains cas qui ont très bien pu se relever de l'arrêt de leur licence phare, devenus aujourd'hui des auteurs aux multiples succès. Je pense à des Naoki Urasawa, Yoshiro Togashi,
Kakashi, Atsushi Okubo, Hiro Mashima et je pense que vous m'en citerez encore plein d'autres en commentaire. Malgré tout, ils ont réussi à continuer d'exister dans le paysage du manga. Tout ça pour en dire que les autres voies quand tu ressors d'un succès si chèrement payé ne sont pas vraiment des garanties de vivre de sa passion. Donc on peut aussi voir l'abondance de suites comme étant aussi la résultante d'un système qui n'est pas très sécuritaire pour les auteurs qui voudraient laisser libre cours à leur art. Le problème est donc peut-être le cadre qui est propice à ça. Mais pour la suite de cette vidéo, j'aimerais qu'on essaye de ne pas trop voir les suites sur cette facette de moyens pécuniers plus facile que de devoir simplement réellement innover. C'est juste qu'il fallait quand même le rappeler, que si on nous vomit du contenu en masse, ce n'est pas seulement à cause de mauvaises intentions, mais plus une conséquence de quelque chose qui dépasse le côté simplement artistique. Et vu que je ne suis pas une chaîne qui traite d'économie ou je ne sais quoi, on va s'en tenir à ça. Voilà, comme ça j'ai un peu fait la partie larmoyante pour dire que oui, si les mangaka font ça, c'est surtout pour permettre à beaucoup de survivre. Mais bon, il fallait quand même le rappeler et ça nous permettra de se sentir un peu moins coupable quand on va cracher sur une suite qui est un peu mauvaise. Et puis, ne voyons pas ça comme une fatalité. L'apparition d'une suite qui profite d'un certain succès commercial n'empêche pas de respecter la démarche artistique initiale. Ce n'est clairement pas quelque chose qui est incompatible. Surtout que personnellement, je ne vois pas d'un mauvais œil le désir des méchants ayant droit à vouloir faire évoluer leur marché avec ça. C'est par exemple ce désir qui nous a permis d'explorer nos mangas favoris au travers d'autres médias, permettant de toucher un nouveau et probablement plus large public. On peut citer le récent live action de One Piece. Bien que le travail d'adaptation conserve encore quelques lacunes, on ne peut que saluer l'attention prêtée au matériel d'origine, permettant ainsi aux non-familiers du genre animé de pouvoir mettre un pied dans l'univers. Et justement, l'animé est aussi un moyen transmédia qui permet de connaître plus facilement une œuvre. Sans ça, il faut se dire qu'on serait pas beaucoup à venir pleurer sur le fait que Goku estime ne pas s'être occupé de ses enfants dans Dragon Ball Daima. Reproche que je trouve un peu idiot, vu qu'à quel moment ce serait censé de faire dire à un personnage que l'on défend comme devenu sage avec le temps que de ne pas avoir vu son second fils pendant près de 99% de sa vie, et bah c'était considéré comme bien s'occuper de ses enfants. Soyons un minimum sérieux. Donc quand on parle de suite aux yeux de l'industrie, on peut l'ajouter à tous ces moyens qui permettent d'accéder à un nouveau public. Cela même si elle se voit très mauvaise comparée au matériel d'origine. On va dire qu'il vaut mieux être haï qu'oublié. Cela peut aussi se résumer à une conséquence logique quand il s'agit d'exploiter une licence qui a su plaire à son public. Et je tiens à m'arrêter sur ce terme de licence, vu qu'on va traiter pas mal d'exemples qui ont largement dépassé le stade de simple histoire qui est publié chapitre par chapitre. Entre merchandising et différents travaux d'adaptation, on verra que beaucoup ne pourront plus être analysés seulement par un prisme artistique. Bon, vous inquiétez pas, on sera quand même là pour dire si c'est une merde commerciale. Et pour un peu mieux cerner les différentes approches des auteurs dont j'ai envie de vous parler, je vais devoir un peu vous présenter les différents types de suites. La plus évidente, c'est la suite directe. On fait une petite ellipse, soit on garde le casting habituel, soit on cherche à le renouveler, pour qu'après une petite session nostalgie, on puisse introduire de nouveaux enjeux, personnages, méchants, lieux, etc. Les plus connus sont sûrement Dragon Ball Super et Boruto, bien que pour Super c'est un peu plus ambigu, vu que cette nouvelle histoire mettant en scène les guerriers Z se déroule bien avant le dernier chapitre de l'œuvre, donc on peut aussi appeler ça un spin-off. Mais ici on le considérera comme une suite classique car étant tout simplement sorti bien après. Niveau temporalité, on va seulement se tenir à celle de la vraie vie véritable. Sinon la vidéo aurait dû s'appeler le problème des suites directes et indirectes, spin-off ou univers étendu. Donc voilà, j'espère que c'est clair et que ça sèmera pas trop de confusion dans votre visionnage. Puisqu'en gardant l'exemple de Dragon Ball Super, cela incarne totalement cette volonté auquel je souhaite m'intéresser. Celle de ne pas vouloir laisser mourir une licence qui a été très prolifique, quitte à mettre un sacré bordel dans la cohérence de son matériel d'origine. Mais cette situation pour ce géant du shonen réside aussi dans le fait que ce n'est pas la première fois que l'on cherche à faire perdurer les aventures de Goku et ses amis. Que ce soit d'abord de manière officielle avec Dragon Ball GT, qui n'avait vraiment pas laissé le temps de digérer la fin originelle de l'anime à son public de l'époque, ou de manière moins officielle menée par les fans eux-mêmes, qui ont aussi réutilisé l'univers qui leur aura fait tant rêver par le passé. Oui, ça sort un petit peu du sujet, mais il faudrait peut-être qu'un jour on se penche sur l'étrange rapport qu'il y a entre le Mexique et Dragon Ball. J'ai l'impression qu'ils s'influencent mutuellement. Mais tout ce que vous aurez à retenir pour aujourd'hui, c'est qu'on doit en partie aux fans qui parlent espagnol l'émergence de l'une des suites non officielles les plus connues de Dragon Ball. J'ai nommé Dragon Ball AF. Une suite faite par un fan qui prend elle-même compte de la continuité créée par GT. Et cette fanfiction a eu bien plus d'influence qu'on ne le pense, vu que celui qui se faisait appeler Toyball à l'époque sera repéré par Toriyama lui-même, reprenant son véritable nom pour illustrer la suite désormais officielle qu'est Dragon Ball Super.
Qu'on aime ou pas le travail de Toyotaro, ça nous révèle une chose, c'est que même si les méchants ayants droit ne viennent pas mettre leurs sales pattes pleines de désir de profit sur nos œuvres favorites, eh bien quelqu'un d'autre finira par se l'approprier et en créer une. Donc en vrai, autant faire en sorte que ce soit dans les meilleures conditions, non? Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est à cause de l'absence de nouvel arc narratif de Dragon Ball qu'on a eu le droit à autant de montages sur du Linkin Park, de Goku qui passe du Super Saiyan 1 au Super Saiyan 100. Dans un sens, on est bien pire que Toyotaro et la Shueisha réunis en termes d'abomination. Ça, ne l'oubliez jamais. En tout cas, je pense que c'est un peu avec ça en tête que le contraire aura été fait pour la suite de Naruto. Ils ont sûrement dû s'y mettre assez tôt pour éviter qu'un fan nous dessine un Naruto Akipuden. Donc cette fois-ci, on n'attend pas des années avant de retrouver la bonne formule. On se dépêche de former une équipe capable de fournir une suite au premier membre du Big Three qui vient de se terminer, et dès 2016 commence Boruto, qui raconte les aventures du fils de l'ancien protagoniste avec Masashi Kishimoto aux manettes déléguant le dessin et le scénario à Mikio Ikemoto et Ukyo Kodashi. Bon, lui le dernier se fera remplacer au bout de 4 ans par Kishimoto qui n'a pas su rebondir après la fin de son grand succès. Vous vous rappelez l'histoire avec Samurai 8. C'est donc là une suite directe qui sera validée par son auteur, et qui a eu aussi le mérite d'être très intéressante. Mais ça c'est pas si étonnant en vue de tous les spin-offs qui existaient autour de l'univers de Naruto qui relevaient les possibilités d'exploitation. Et vous vous en doutez, je vais pas trop parler de l'anime vu que justement quand je parlais du fait que la Shueisha n'a pas perdu son temps, c'est au point que l'anime a sorti son premier épisode moins d'1 an après ses débuts. Donc je vous épargne les blagues sur les fillers et l'animation en dents de scie. Ici on va seulement traiter de son manga actuellement dans sa deuxième phase et qui mène plutôt bien sa barque. Vu que selon moi, son plus gros défaut c'est probablement sa communauté. L'histoire est plutôt sympa sur certains points, mais elle ne semble pas avoir su retenir tant que ça les fans de l'œuvre originale. Donc bien qu'on puisse le qualifier de petit succès d'estime, cette suite ne semble pas avoir rempli aussi brillamment que ce que devait s'attendre la Shueisha et peut-être même Kishimoto lui-même. Mais au moins c'est une suite qui aura marqué parce que comme Super, il bénéficie d'une adaptation animée qui ne suit pas complètement la trame et aussi qui a le mérite de faire parler. Bien sûr, ce n'est pas un cas isolé qui souffre de la comparaison avec son œuvre originelle. Je pourrais vous en citer encore pas mal qui sont d'actualité comme Fairy Tail la quête de 100 ans, les 4 cavaliers de l'apocalypse ou même Baki Raen. L'histoire continue, mais niveau statistique, ça ne semble pas vraiment décoller. En soi, c'est pas mauvais, mais c'est toujours moins bien que ce qu'on a eu par le passé. Mais il y en a d'autres qui souffrent du problème inverse. Ce sont des suites qui sont pas vraiment là pour prolonger l'histoire originelle. Souvent des œuvres plus courtes qui reprennent partiellement un univers comme par exemple Burn the Witch, qui se veut raconter l'histoire d'une branche annexe à la Soul Society de Bleach. Là ça occupe plus la forme d'univers étendu qui s'intègre dans la chronologie de l'histoire de base, faisant que même si l'auteur a fait miroiter une possibilité de rencontre entre les différents protagonistes, ce n'est pas vraiment une suite qui semble vouloir essayer de surfer sur la hype de sa licence, qui d'un autre côté en fait un pari très risqué car le public acquis peut très vite s'en désintéresser vu que ça ne concerne plus trop les héros qui nous ont fait rester. Et si je me permets de vous donner quelques exemples qui commencent à s'éloigner de l'appellation de suite mais qui se rapprochent plus de l'univers étendu, c'est parce que j'ai envie de vous parler d'un cas qui n'a jamais vraiment voulu faire comme les autres. Jojo Bizarre Adventure, c'est un peu un casse-tête à traiter pour cette vidéo. Est-ce que l'on doit considérer chaque partie comme une suite d'histoires ayant pourtant chacune trouvé leur conclusion? Et bien encore une fois, la réponse est un peu entre le oui et le non. Les 6 premières parties font chacune écho aux précédentes, liant ainsi dans sa diégèse les différents protagonistes. Mais c'est à l'aube de la 7ème Steel Ball Run que cela perd un peu de son sens, vu que l'auteur lui-même vient mettre un point d'honneur à ce que cette nouvelle histoire se veuille indépendante de ce qu'il a pu nous raconter par le passé. Ce qui fait que l'œuvre d'Araki occupe une place assez particulière. Lui semble voir le fait de faire une suite comme un simple moyen artistique afin de pouvoir raconter de nouvelles choses sans avoir à repartir à zéro. C'est plus une sorte de support à sa libre expression. Il fait le tri et réutilise ce qui lui plaît. Et c'est vrai que s'il n'avait pas fait une 3ème partie à son histoire de dandy qui se battent contre des vampires, on n'aurait jamais eu le droit au stand, qui font quand même désormais l'identité et la renommée de la série. C'est donc un cas qui démontre que parfois on peut reprendre son histoire déjà finie pour de bonnes raisons, non seulement du point de vue artistique, mais aussi du côté que, sans ça, on ne connaîtrait probablement pas Jojo Bizarre Adventure. Pour la plupart d'entre nous, on a pu découvrir cette œuvre avec la 3ème partie pour les plus anciens et la 5ème pour les plus récents.
Cela donne quand même l'une des rares occasions où on préfère totalement la suite, contrairement à tous ceux que j'ai pu citer précédemment, puisque là on s'accorde à dire que beaucoup sont bonnes mais rarement meilleures, et encore loin du point où on perd tout intérêt à lire ce qui a été fait avant. On n'est pas encore à un stade où des personnes commencent Boruto en se demandant quel était le passé de son père. Mais en vérité, est-ce que c'est quelque chose de possible? Peut-on surpasser son matériel de base au point de l'oublier? Eh bien oui. Il existe certaines suites qui ont carrément brillé au point qu'on estime même plus obligatoire de devoir lire l'œuvre originelle. Puisque si je vous parle d'un jeune homme de 22 ans célibataire et libre comme l'air, eh bien je ne vous raconterai que le milieu d'une histoire qui prend son départ bien loin des gags d'anciens voyous qui devient professeur dans un collège. Car avant tout ça, il aurait fallu lire Shonan Junai Gumi, renommé plus tard Young GTO, qui est la véritable première histoire mettant en scène les aventures de Onizuka, qui sera suivi par Bad Company et enfin GTO. Oui, j'étais pas au courant de ça avant de faire cette vidéo. On aura une suite de suite qui sera la seule finalement saluée et retenue par le public, reléguant tout le reste au rang de spin-off, que beaucoup dont moi n'ont probablement pas lu. Bien sûr, là c'est un cas extrême, et du point de vue d'un artiste, c'est vraiment pas la meilleure situation, vu que chaque auteur aimerait que son travail dans son entièreté soit mis en valeur. Araki lui-même le dit au début de Steel Ball Run. Mais il faut quand même avouer que c'est un sacré avantage de pouvoir prendre le train en marche sans avoir lu ou vu tout ce qui est sorti depuis l'aube des temps sur une licence. Mais comme toujours, les meilleures solutions c'est un peu entre les deux. Moi mon exemple favori c'est celui de Fire Force, qui prend place dans le même univers en quelque sorte que l'œuvre précédente d'Okubo, Soul Eater. Pas de spoil, je vous laisse vraiment découvrir les deux, parce que ce qui est bien c'est qu'on peut apprécier l'une ou l'autre séparément. Surtout que si tu as lu Soul Eater avant Fire Force ou inversement, l'expérience sera totalement différente. Et quand on voit des cas comme ça, on peut se dire que en vrai il y a quand même des possibilités très intéressantes quand il s'agit de faire des suites. Il y a des recettes qui fonctionnent, ce qui pose donc les prochains défis que devront rencontrer les suites à venir. Trouver le parfait équilibre afin de ne pas oublier son passé mais aussi aller de l'avant, parce que je pense que vouloir exploiter une licence qui a su toucher autant de monde ne doit pas être un frein artistique, mais plutôt comme devenant un élan nécessaire afin de pouvoir être autant apprécié comme une œuvre à part entière mais aussi faisant partie d'un grand tout. Regardez le manga Baki, il répond à beaucoup de problématiques que l'on a pu soulever. La multiplication de ces suites sont dues à la volonté de l'auteur à ne pas terminer son œuvre mais aussi de servir d'immenses terrains de jeu, où on voit vraiment qu'il s'amuse à nous montrer toutes les nouvelles idées qu'il a eues en cours de route. Ce qui fait que beaucoup d'ailleurs ont pu sauter dans le train avec l'adaptation de sa troisième partie en animé, alors qu'ils ne savaient même pas pourquoi un lycéen se retrouvait attaqué par beaucoup de personnages extrêmement bodybuildés tout en voulant battre son père à la bagarre. Et d'ailleurs c'est pas grave, surtout dans un manga comme Baki, rien n'empêche de découvrir l'ancien animé, qui est d'ailleurs disponible gratuitement en VF sur YouTube. Je dis ça, je dis rien. Et l'intro en français surpasse l'original. Donc on l'a bien vu, la suite est aussi un outil qui sert de vecteur qui te permet de rentrer dans ton univers. Mais je pense que beaucoup négligent l'aspect qu'ils doivent apporter quelque chose en plus. Pas seulement du point de vue lore, histoire ou même merchandising potentiel, mais surtout symboliser l'amélioration du style de l'auteur. Est-ce que au-delà de l'aspect commercial, il y a toujours des intentions artistiques? Actuellement sort aussi les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, la suite du décevant Seven Deadly Sins. Et quand je dis seulement décevant, ce n'est pas pour dire que c'est simplement mauvais et rien de plus, mais plutôt parce que c'était une œuvre qui avait su me plaire, son premier arc, ses personnages ou tout simplement le style de dessin de Nakaba Suzuki. Nanatsu no Taizai avait beaucoup de points qui auraient pu en faire un bon shonen, mais pour ceux qui ont suivi au fur et à mesure de sa publication, les erreurs se sont accumulées. L'histoire s'est un peu perdue dans un océan de sous-intrigues, on commençait à avoir un peu trop de personnages à l'âge et l'apparence douteuse sursexualisée, et surtout une fin qui, comme beaucoup de ses confrères du genre, n'a pas su convaincre. Quoique je suis même pas sûr qu'elle ait plu à quelqu'un. Mais malgré tout, l'auteur a fait le choix de continuer de développer son univers qui, on doit le reconnaître, a beaucoup de points intéressants. Notamment cette idée de venir raconter des histoires dans un monde inspiré des mythes arthuriens. Et donc pour avoir donné sa chance aux 4 Cavaliers de l'Apocalypse en souvenir de ses débuts prometteurs, je dois avouer que j'étais agréablement surpris. La suite justifie en partie cette fin chaotique, sans mauvais jeu de mots. Avec ça, je soupçonne même l'auteur d'avoir depuis le début l'ambition de créer une sorte d'univers pouvant traiter de plusieurs histoires autour du roi Arthur. Ce qui donne pour cet opus une histoire qui se défait en partie des défauts de Nanatsu. Adieu le protagoniste un peu trop pervers qui en a dérangé pas mal, maintenant c'est un héros de shonen un peu plus classique qui le remplace. Mais vous verrez, il n'est pas dépourvu de subtilité. Et par-dessus tout, l'auteur a bien pris soin de garder ses meilleurs chara-design. Bref, pour les plus anciens qui ont été déçus par les 7 péchés capitaux qui semblaient plein de promesses, laissez une chance à sa suite car ça pourrait vous permettre de renouer un peu avec ce qui vous avait plu à la base. Rien n'est encore joué, mais ça pourrait peut-être redorer le blason d'une œuvre qui est quand même tombée pas mal dans
en désuétude. Et cela comme beaucoup l'ont fait avant, comme par exemple Tokyo Ghoul, qui sans n'aurait jamais eu toute cette richesse d'écriture autour du personnage de Kaneki. Sans cette suite, on l'aurait retenu seulement comme un manga un peu mal dessiné avec un protagoniste un peu dark. Donc le fait de ne pas s'en être arrêté là a permis à Suishida d'affiner son style et d'insuffler un peu plus de subtilité à son œuvre. Ce qui fait qu'aujourd'hui c'est considéré comme l'un des meilleurs seinen. Et c'est peut-être cela le rôle qu'on devrait attribuer à toutes les suites. Celui d'améliorer ce qui est déjà bon, le conserver et chercher d'aller au-delà. D'un peu sublimer le matériel de base. C'est peut-être la meilleure approche qu'on devrait avoir. Surtout que du point de vue d'un auteur de manga, c'est pas une trop grosse prise de risque, mais c'est assez éloigné pour que nous en tant que public on soit pas pris pour des vaches à lait. Mais vous vous en doutez, c'est là que se situe le problème à l'avenir. C'est que là je peux vous donner des exemples qui fonctionnent bien, mais l'appliquer à une plus grande échelle pour en faire une norme, c'est une autre histoire. Vu qu'à part Jojo Bizarre Adventure qui sera pour bien trop de sujets ma petite exception à la règle, avec toutes les mauvaises qu'on a pu avoir, être une suite ça a déjà une grosse connotation négative. Le fait de revenir sur une œuvre qui nous a tant marqué, ça peut être considéré comme une trahison. Et c'est un peu pour ça que j'ai introduit le sujet avec Dragon Ball Daima, car c'est un peu le cas qui le confirme encore plus. Ça fait déjà bien longtemps que Dragon Ball a dépassé le stade de simple bonne œuvre, c'est carrément devenu une icône. Donc bien que c'est une suite qui a été présentée comme une œuvre faite par son créateur originel, c'est toujours avec un peu d'appréhension que ça a été accueilli. Et à raison, puisque là on te parle quand même d'une histoire où Goku redevient enfant et repart à la recherche des Dragon Ball. Cela ne peut faire revenir à la surface de mauvais souvenirs. Mais personnellement j'ai été agréablement surpris. J'apprécie énormément les quelques épisodes qui sont déjà parus à l'heure où je vous fais cette vidéo, parce que soyons honnêtes, je suis extrêmement heureux de pouvoir suivre de nouveau les aventures de mon héros préféré, mais ce qui a su aussi me plaire, c'est cette volonté bien claire de se détacher du ton plus grave qu'avait pris Dragon Ball sur ses derniers arcs. Parce qu'en vrai, faire tout le temps des histoires de Goku qui reste sourcil froncé du début à la fin, c'est un peu une caricature de lui-même. Il ne faut pas oublier que c'est un bon vivant qui ne se prend au sérieux que lorsque la situation l'exige. Et je ne doute pas qu'il le sera pour les prochains épisodes. Ce qui fait qu'avec ce constat, je rejoins en partie la vision future que l'on devrait avoir de la licence que nous a un peu décrit le chef dans sa vidéo sortie entre temps, qui vient un peu spoiler ma conclusion. Vouloir s'accrocher à l'œuvre originale comme si c'était parole d'évangile lorsqu'on parle d'exploitation et de suite, ce n'est selon moi pas la meilleure approche. Certes, comparé à un Dragon Ball GT AF ou Super, avec Daima, on traite là d'une œuvre qui est le dernier travail d'Akira Toriyama avant sa mort. Mais à l'avenir, ce ne sera pas la chose sur laquelle on devra se focaliser pour voir si on a une suite légitime ou non. Et là, c'est peut-être plus un cas propre à la communauté Dragon Ball. Là où pour Jojo, on se serait contenté d'un Araki Forgot. Et pourtant, ce serait la meilleure attitude à avoir, puisque là on parle d'un niveau d'exploitation qui est encore bien au-dessus. Désormais, Goku et ses amis ont atteint un stade qui, aux yeux de la pop culture, les rapproche plus d'un Spider-Man ou un Luke Skywalker plutôt que d'un Jotaro Kujo. Ils sont voués à évoluer bien plus loin que certains de leurs confrères du même média d'origine, ce qui les détacheront à terme des normes artistiques qu'on s'entête à leur associer. Bien sûr, ça veut pas dire qu'il faut qu'on accepte toutes les mauvaises choses qu'on va recevoir. On pourra continuer de juger toutes les nombreuses suites qui, j'en suis sûr, arriveront à l'appel, mais en se concentrant un peu plus sur si ce sont toujours de bonnes histoires, de bonnes œuvres, plus que juste des bonnes suites de manga. Prenons l'exemple de Spider-Man qui vient d'un média bien moins jeune que sont les comics, et a donc vu son exploitation être poussée encore plus loin que ce que Dragon Ball a actuellement. Aujourd'hui, on ne s'entête plus à juger si les derniers films en date respectent ce que Stan Lee avait posé dans ses premiers numéros. Non, ça va plus loin que ça. Ce qui compte le plus est si la nouvelle histoire que l'on découvre est bonne ou non, bien qu'on aura toujours intérêt à vérifier si l'essence du personnage aura été respectée. Et c'est quand même un peu grisant quand on pense que Sangoku semble voué à évoluer au même rang qu'un personnage que nous avons toujours identifié uniquement au travers de ses suites, ou de ses réinterprétations. C'est un sentiment assez étrange, mais je vous promets qu'il vaut mieux l'accepter plutôt que de s'en plaindre. Surtout que je suis sûr que dans un futur plus ou moins lointain, on pourrait avoir de nouvelles histoires encore meilleures que l'œuvre de base. Même si en vrai ça me fait un peu très mal de l'admettre. Bien sûr, là c'est une vision qui est quand même assez éloignée dans le temps, que je peux seulement appliquer à des suites comme Dragon Ball, car pour tous les autres, l'échelle est un peu tout autre. Mais qui sait, dans quelques décennies, on aura peut-être l'équivalent du MCU dans l'imaginaire collectif, mais avec des animés. Ouais, on va plutôt se donner quelques siècles.
Bref, faire une suite, que tu sois une jeune licence à succès ou non, c'est un pari toujours risqué. Bien que l'on possède l'avantage de toucher un public déjà bien établi, il peut facilement se retourner contre vous, justifiant son mécontentement de par l'absence de ce qui l'avait à la base poussé à consommer votre travail. Des fois à raison, de par la pauvreté de certaines suites, parce qu'on en a quand même pas mal qui sont là seulement pour donner de l'actualité pour éviter de sombrer parmi toutes ces œuvres oubliées. C'est une mentalité dans l'industrie du manga qui est bien plus présente qu'on ne le pense. Avant même de revenir sur la fin de son histoire, il arrive souvent qu'un auteur ne souhaite tout simplement pas mettre un point final à l'œuvre qui lui a permis de s'extirper de ce monde sans pitié, parce qu'ils savent qu'au fond ils ne sauront peut-être pas de nouveau créer une nouvelle histoire qui saura déplacer autant de foule. L'exemple de Masashi Kishimoto est là pour le rappeler. Et oui, c'est un peu triste, mais pourtant beaucoup d'auteurs l'ont enterré depuis bien longtemps, comme les Hajime no Ippo, Dokaben ou même Golgo 13, qui lui continue même après la mort de son auteur. D'un certain point de vue, on peut même considérer cela comme des suites déguisées. Donc ça fait qu'avec cette vidéo, j'ai posé plus de questions que j'ai apporté de réponses. De toute façon, c'est clairement pas mon rôle, parce qu'en vrai on a cherché ce qui faisait des bonnes ou des mauvaises suites, mais bientôt se posera la question de qu'est-ce qui fera une suite légitime, car les auteurs ne sont pas aussi éternels que ces licences qu'ils ont créées, ce qui fera qu'elles seront probablement condamnées pour les plus connus à se voir déformées au gré des nouvelles mains qui les reprendront. Ça va sûrement donner beaucoup de mauvais, mais qui sait, peut-être que ça nous offrira aussi du très bon. Et de toute manière, si la fainéantise d'écriture et la multiplication de coquilles vides perdurent, cela ne voudrait dire qu'une seule chose, c'est que ceux qui dictent malgré eux les valeurs de ce qui fonctionne ou non auront cédé, que nous serons les architectes de notre propre perte. Car oui, c'est nous-mêmes consommateurs qui serons les architectes de notre propre perte. Donc dans un sens, c'est à nous de choisir la suite.